Au chapitre des mesures normatives, approbation du schéma national d'arrêt de la télévision analogique terrestre et basculement vers la télévision numérique terrestre TNT. Notre pays, après l'implémentation de son réseau TNT, a procédé le 17 février 2023 au lancement du premier multiplex national. Depuis lors, il est assuré une diffusion simultanée des émissions télévisuelles en mode analogique et numérique. Tous les essais effectués étant concluants, il sied qu'un an après le démarrage de la diffusion numérique, l'extinction de l'analogique soit envisagée. Pour ce faire, il sera organisé, conformément au texte en vigueur, un schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et le basculement vers le tout numérique. Dans cette perspective, des mesures d'accompagnement et d'encadrement pour limiter au maximum les perturbations que pourraient connaître les téléspectateurs ont été prévues par le gouvernement et mises en œuvre. Il s'agit notamment de la mise en place d'une diffusion simultanée d'une durée d'au moins une année avant l'extinction effective de la diffusion analogique, la garantie d'accès à tous les ménages d'une offre sans abonnement comprenant les chaînes gratuites de la TNT à la fin du basculement. L'obligation faite aux importateurs des kits de réception TNT de disposer d'un agrément ou d'une homologation des équipements qu'ils mettent sur le marché. L'exonération des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée des équipements nécessaires à la réception de la TNT. La fixation de prix plafond pour la vente des kits minimaux de réception nécessaires à la réception de la TNT. L'acquisition par l'État des kits de réception TNT et leur mise à disposition dans les mairies de toutes les communes pour en faciliter l'acquisition par les populations, etc. Le présent décret déclenche le processus des opérations à engager pour l'extinction de la diffusion hertzienne terrestre de la télévision en mode analogique et le basculement vers le tout numérique à la date du 15 août 2024. Il consistera en un arrêt progressif et définitif par les éditeurs publics et privés des émetteurs analogiques encore en service, zone par zone, à partir du 1er avril 2024. Au titre d'autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant approbation des statuts de la Société nationale d'essai et de recherche des travaux publics SA, modification des décrets relatifs à la création, aux attributions et à la composition du comité de préfiguration du Musée international du Vaudou, de la Cité-Musée de Ouidah, du Musée d'art contemporain de Cotonou, puis du comité des rites vaudou. Au chapitre des communications, en point 1, approbation des conclusions de la phase 2 des études du projet d'aménagement et de réhabilitation du lac Nokoué et de la lagune de Porto Novo. Il ressort de ces études que les plans d'eau concernés sont caractérisés par l'ensablement et l'encombrement du fait des techniques et engins de pêche prohibés et dévastateurs, ainsi que la jacinthe d'eau douce, limitant fortement le transport fluvial. La baisse de plus en plus prononcée de la productivité et de la production halieutique. Les inondations saisonnières. La détérioration de la qualité de l'eau, due notamment aux déchets polluants déversés sur les berges. Par ailleurs, en raison de la pression humaine et des évolutions liées au climat, il peut s'avérer difficile d'inverser cette situation. Ces constats ont amené le gouvernement à initier le projet d'aménagement et de réhabilitation du lac Nokoué et de la lagune de Porto Novo. C'est un projet multisectoriel à fort impact environnemental et social dont le plan d'action prévoit le développement du transport fluvio-lacustre et lagunaire, le développement et la valorisation des berges et bas-fonds, la promotion des filières halieutiques, de l'écologie et du tourisme. Le début du mois de février, mais la semaine dernière surtout, il y a eu beaucoup de coupures, surtout dans la zone méridionale du pays. Et donc, nous avons eu une séance avec la SVDG pour comprendre qu'est-ce qui explique ça. Donc, on a compris en réalité que c'est le réseau de distribution
Le réseau de distribution, donc, c'est le réseau qui concerne donc la basse tension, qui alimente donc les ménages, les foyers, ainsi de suite. C'est ce réseau en fait qui ne répond plus. Parce que en fait, c'est un réseau qui n'a pas connu d'investissement pendant des décennies. Donc ce réseau aujourd'hui ne répond pas, il est vétuste. En dehors de ça, il y a les interventions de la SVDSE, il y a également les interventions donc, de coupures dues aux travaux des projets qui sont en cours, sans oublier les interventions qu'on appelle les coupures qui sont dues donc aux arbres qui tombent sur notre réseau. Donc voilà donc le travail qui a été fait ensemble avec la SVDSE et nous avons compris qu'il faut agir rapidement. Donc sur ce réseau, effectivement, le gouvernement a commencé donc par agir, à régler donc les problèmes, soit des coffrets, soit des isolateurs sur l'ensemble du réseau pour pouvoir le renforcer, surtout au niveau de ceux qui sont en bout du réseau pour qu'ils puissent avoir l'énergie de qualité. Donc ce travail a démarré pour que nous puissions donc avoir de l'électricité de façon stable. Ce qui est essentiel pour le gouvernement, c'est d'avoir la stabilité en termes de fourniture, de couverture de nos besoins en matière d'électricité, ce qui a été fait aujourd'hui par notre capacité propre de production et ce que nous importons donc de nos voisins du Ghana et du Nigeria qui couvrent entièrement nos besoins aujourd'hui. Quelle que soit la situation qui arrive au Nigeria ou au Ghana, nous arrivons quand même à faire l'équilibre pour couvrir donc nos besoins qui aujourd'hui sont évalués en moyenne à 250 MW pour l'ensemble du territoire. Les investissements ont donc concerné donc la construction de la centrale de Maria-Guetta qui nous a permis d'avoir cet équilibre, la mise aux normes des groupes qui sont installés à Porto-Novo, Parakou et à Natitengu, et ainsi que la construction donc, de la centrale photovoltaïque à Ibulofi. Une fois donc la question de la production à ce niveau qui nous permet aujourd'hui de passer donc à environ 190 MW au niveau national, les importations qui viennent couvrir nous permettent de dire qu'il y a de la disponibilité maintenant, il faut agir sur le réseau. On s'est attaqué tout à l'heure donc au réseau de transport électrique, donc ce qu'on appelle couramment la haute tension. Donc on s'est attaqué à ça, puis maintenant à la moyenne tension, c'est-à-dire entre la haute tension et la basse tension. Donc c'est là où les investissements ont été concentrés, centrale, haute tension, moyenne tension, et rendre le réseau beaucoup plus intelligent avec l'intelligence artificielle. Tous les postes qui ont été construits n'ont pas besoin de la présence d'un être humain pour pouvoir donc actionner des boutons pour les faire fonctionner et régler, réglementer la distribution, réguler la distribution de l'énergie donc à travers le territoire national. Donc ce pan qui est une difficulté pour nous aujourd'hui, on a commencé par agir là-dessus parce que comme il a dit tantôt, depuis des décennies, on n'a pas connu d'investissement réel dans notre pays. Donc des instructions fermes ont été données par rapport à tous ces constats, des instructions fermes ont été données donc à la SVDSE afin que les interventions techniques de la SVDSE sur le réseau puissent se faire donc en maintenant le réseau sous tension. Elle prendra donc désormais les dispositions nécessaires qu'il faut pour ne plus couper une zone lorsqu'il y a une intervention. Deuxième chose, les travaux en cours avec les sociétés étrangères qui interviennent au Bénin aujourd'hui n'auront plus besoin de couper le réseau pour connecter les nouveaux travaux, le nouveau réseau à l'existant. Parce qu'ils savent le faire, parce que ça se fait en Europe. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas intervenir en France ou en Allemagne et couper le réseau. Vous le faites avec un réseau sous tension. Donc il y a du matériel pour le faire, il y a de la technique et de la technologie également disponible pour le faire. Donc ils sont obligés de les intégrer désormais dans leur, dans leur offre pour le Bénin. D'autres choses, nous avons commencé donc de la gare des arbres avec 5 entreprises qui ont été recrutées sur l'ensemble du réseau à travers le territoire national pour donc faire la gare avant que la prochaine saison pluvieuse ne s'installe. Parce que nous savons que pendant la saison pluvieuse, avec les vents violents, la plupart du temps, les arbres se retrouvent sur le réseau et ça amène également des interruptions. Donc à ce niveau également, c'est réglé. Donc voilà en fait autant de mesures qui ont été prises pour pouvoir donc mettre à l'abri nos compatriotes, les clients de la SVDSE, donc face à cette coupure répétitive que nous connaissons sur le réseau de distribution. C'est avec beaucoup de bonheur que je vais passer ces quelques heures en votre compagnie. Une communication qui a quand même permis à l'ensemble des élus. On implante souvent pourquoi on demande que les poteaux d'incendie soient démultipliés dans nos villes. Ce sujet a été pour nous les maires un sujet difficile. Nos prévisions étaient des prévisions qui ont passé à côté de la réalité.
Et il fallait la séance d'aujourd'hui pour nous permettre de faire face aux réalités. En abordant la question relative à la sensibilisation des sans-pailleurs, le préfet a insisté sur le rôle majeur des autorités que nous sommes, parce qu'on ne doit pas tout attendre du gouvernement, qu'on puisse vraiment aller à l'offensive en réunissant les acteurs, en les sensibilisant pour anticiper. Il n'y a pas si longtemps que ça, nous avons eu un incendie meurtrier à Craqué, où j'ai vu 39 corps calcinés, petits comme ça, mis dans les sachets jetés. La conférence s'est clôturée le mercredi 28 février et le rapporteur général Albert Tewedre a déclaré une reconquête de soi, de sa dignité de manière à reprendre l'initiative historique, la responsabilité de son destin dans l'amitié avec les autres peuples et nations. Cette conférence veut avoir réussi à réconcilier la nation avec elle-même. Tous les autres problèmes, si nous sommes fidèles aux décisions que nous avons prises, sont déjà résolus en puissance. Il serait tragique que notre sort, le sort de tout ce peuple, soit celui de l'aiglon, vouloir à l'histoire ajouter des chapitres et n'être plus qu'un front qui se colle à des vitres. Alors, parce que nous avons juré de ne plus jamais humilier l'intelligence, parce que les chaînes sont brisées et que nous avons définitivement conquis le droit de parler au nom de l'Afrique et des libertés fondamentales des hommes et des femmes de ce continent, parce que nous entrons désormais en partenaire majeur dans un monde majeur, parce que la nuit s'est dissipée et que l'aube nouvelle rayonne. Au travail, mes amis, nous avons vaincu la fatalité. Kérékou a enfin accepté les conclusions de la conférence nationale et affirmé que son administration allait aider à mettre en œuvre les décisions de la conférence. Que toutes les institutions nouvelles qui seront mises en place tirent l'enseignement qu'il faut sur le terrain de la pratique conséquente du régime de transition. Nous n'avions pas le devoir de tricher avec le peuple, avec les masses populaires de nos villes et de nos campagnes. Nous ne sommes pas nouveaux. Tant que nous sommes, nous qui sommes dans cette salle, nous ne sommes pas des hommes nouveaux. Nous nous connaissons parfaitement. Alors, Monsieur le Président du Président, ce que vous avez dit est vrai. Le Dieu nous a aidés. Le Dieu vous a aidé à conduire jusqu'au bon port des travaux de cette conférence. Mais vous nous enseignez également, puisque ce sont l'Église qui le dit, aide-toi le ciel des grâces. Changement pour changement, règlement de compte pour règlement de compte, nous disons non. Aussi, c'est sur ces mots, patriotiques et militants, que nous déclarons pro des travaux de la conférence nationale de toutes les forces vives de la nation. Nous vous remercions. 5 ans plus tard, en 1996, le général Mathieu Kérékou a été élu président de nouveau. Il a dirigé le pays jusqu'en 2006, date à laquelle il ne pouvait plus se représenter aux élections. Louons le Seigneur, car éternel est son amour. Merci.
Le Cameroun a mis fin aux fonctions de manager-sélectionneur de Rigobert Song à la tête des Lions Indomptables. Mercredi, c'est un courrier du ministère camerounais des Sports qui informe l'ancien capitaine des quintuples champions d'Afrique de la fin de son contrat. La raison principale évoquée est l'insuffisance de résultats à l'issue de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Lors de cette compétition déroulée en Côte d'Ivoire, le Cameroun n'avait pu faire mieux que les huitièmes de finale, battu 2-0 par le Nigeria, futur vice-champion d'Afrique. Un peu plus tard, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils, rendait hommage à son ex-capitaine et fidèle compagnon sur un plateau de télé. Malgré les critiques, ce dernier avait réussi à maintenir en poste son sélectionneur après le mondial au Qatar, une compétition qui avait révélé quelques tensions dans la tanière des Lions Indomptables. À 47 ans, Rigobert Song dit adieu aux Lions Indomptables après environ 2 ans, 2 participations à la CAN et 1 à la Coupe du Monde. La capitale tchadienne a été secouée ce mercredi par des échanges de tirs aux abords du quartier général d'un parti de l'opposition. Des membres de ce parti politique sont eux-mêmes soupçonnés par les autorités d'avoir attaqué des bureaux des services de renseignement plus tôt dans la journée. Le ministre de la Communication, Abderrahmane Koulamala, affirme que ces échanges de tirs font suite à l'arrestation du secrétaire chargé des finances du Parti socialiste sans frontières, le PSF, accusé d'avoir fomenté une tentative d'assassinat du président de la Cour suprême. Dans la nuit de mardi à mercredi, une attaque avait visé des bureaux des puissants services de renseignement tchadiens, faisant plusieurs morts dans la capitale, a annoncé le gouvernement tchadien qui accuse des éléments du PSF mené par l'opposant Yaya Dillo. Ce dernier a nié son implication et dénonce un mensonge. Le porte-parole du gouvernement indique que la situation est maintenant sous contrôle, assurant que les auteurs de ces actes seront poursuivis conformément à la loi. Au Mozambique, des dizaines de milliers de personnes ont fui la province de Cabo Delgado dans le nord en raison des attaques djihadistes répétitives. L'information est confirmée par le porte-parole du gouvernement, Filimao Swadze, en conférence de presse mardi à Maputo. Selon Filimao Swadze, ce sont au moins 14 270 familles qui sont arrivées dans la province voisine de Nampula et d'autres lieux depuis que des militants liés à l'État islamique ont lancé une insurrection. La semaine dernière, le président Philippe Nyusi a confirmé de nouveaux mouvements de population. Le président écarte toute idée d'état d'urgence. Il estime que la situation est sous contrôle. De nouveaux troubles ont éclaté dans le nord du Mozambique il y a 2 semaines, selon des rapports des Nations Unies qui estiment le nombre de déplacés à plus de 71 000 personnes entre le 22 décembre et le 25 février. Le président kényan William Ruto a accueilli le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed à Nairobi mercredi, à l'occasion de la première visite d'État du dirigeant éthiopien au Kenya depuis 2020. Les 2 dirigeants devaient discuter entre autres des négociations de l'Éthiopie avec la région séparatiste du Somaliland en vue d'obtenir l'accès à un port maritime. L'Éthiopie a signé un protocole d'accord avec le Somaliland le 1er janvier, un document qui a ébranlé la Somalie. Cette dernière considère le Somaliland comme faisant partie de son territoire et ses autorités ont promis le déclenchement d'une guerre suite à la signature de ce document. De son côté, le Somaliland fait valoir que l'Éthiopie a accepté de reconnaître son indépendance en échange d'un port naval. L'Éthiopie et le Kenya sont parvenus à un accord stratégique visant à promouvoir la coopération bilatérale dans des domaines clés du développement économique et social. Les accords signés à cette occasion comprennent la suppression de certains checkpoints ainsi que le protocole et les systèmes douaniers au poste frontière unique de Moyale à la frontière de ces 2 pays.
La mission de l'ONU en République démocratique du Congo, la MONUSCO, amorce mercredi son retrait du pays réclamé par Kinshasa qui la juge inefficace, avec la remise officielle aux autorités congolaises de la première de ses bases du Sud Kivu, dans l'est du pays. Cette base établie à Kamanyola en 2005 assurait la protection des civils et la sécurité des populations de la zone. Elle va désormais être gérée par la police nationale congolaise. La MONUSCO, qui compte actuellement environ 15 000 casques bleus, est encore présente dans les 3 provinces les plus troublées de la région, le Sud et le Nord Kivu, ainsi que l'Ituri. L'ONU et Kinshasa disent avoir adopté un plan de désengagement en 3 phases. En janvier, le ministre congolais des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, avait déclaré souhaiter que le retrait soit complet à la fin de cette année. Le Conseil de sécurité n'a quant à lui pas fixé de date limite. Après le départ de la MONUSCO, les agences Fonds et Programmes des Nations Unies poursuivront leur appui à la RDC, selon leurs mandats respectifs. La responsabilité en matière de protection des civils sera exclusivement celle du gouvernement congolais. L'organisation humanitaire internationale Médecins sans frontières s'est inquiétée mardi suite à l'annonce récente selon laquelle le stock mondial de vaccins contre le choléra est épuisé. 16 pays, dont la plupart se trouvent en Afrique, sont touchés par des épidémies de choléra, une infection diarrhéique aiguë grave. Daniela Garonne, coordinatrice médicale internationale de MSF, explique que les équipes de Médecins sans frontières font face à un nombre grandissant d'épidémies de choléra, notamment en Éthiopie, au Soudan, en Zambie et au Zimbabwe. En Afrique, plus de 240 000 cas ont été signalés et au moins 4 000 décès depuis l'année dernière. L'OMS a mobilisé 140 experts supplémentaires dans la région, 20 tonnes de matériel d'urgence et débloqué 10 millions de dollars. Selon MSF, toutes les doses de vaccins oraux en production jusqu'à la mi-mars ont déjà été attribuées. Le choléra affecte les communautés vulnérables déjà frappées par les impacts des conflits et des facteurs climatiques tels que les inondations et les sécheresses. Forcées au déplacement, ces populations doivent souvent vivre dans des camps qui ont un accès limité à l'eau potable et aux soins de santé. La pénurie mondiale de vaccins oraux contre le choléra a déjà incité l'OMS à réduire sa stratégie standard de vaccination à une dose unique plutôt que 2 pour protéger même moins bien davantage de personnes. La Cour pénale internationale a accordé à chaque victime, dont le nombre est estimé à 49 772, une indemnisation individuelle symbolique de 800 $ américains. Il s'agit d'un montant record de 56 millions de dollars au total, mais les victimes ne seront pas payées dans l'immédiat. Un organisme fiduciaire a été chargé de collecter les fonds nécessaires à l'indemnisation, la communauté internationale étant invitée à faire des dons. Le tribunal a également accordé des réparations collectives à la communauté. Celles-ci seront axés sur des programmes de réhabilitation visant à réparer tous les types de préjudices subis. Dominique Ongwen a été reconnu coupable de 61 crimes de guerre et crimes contre l'humanité par la CPI en février 2021. Les crimes commis entre 2002 et 2005 comprenaient des crimes sexuels et à caractère sexiste, le recrutement d'enfants et leur exploitation en temps de guerre. Il a été condamné à 25 ans de prison. L'ancien combattant de la LRA a participé à une guerre de 2 décennies qui a entraîné le déplacement de milliers de personnes et fait des centaines de morts dans le nord de l'Ouganda. Ongwen purge actuellement sa peine de prison en Norvège. Leon Sanyange, Africa News, Kampala, Uganda. Le chef de la diplomatie malienne Abdoulaye Diop a rencontré mercredi son homologue russe Sergueï Lavrov à Moscou afin de renforcer les liens bilatéraux et discuter des possibilités de coopération stratégique entre la Russie et le Mali. En ce qui concerne le thème de la sécurité, je rappelle que nous coopérons activement sur les plans militaires et technico-militaires. Nous considérons que la capacité de défense du Mali se renforce grâce au travail de nos instructeurs, à la formation de personnel sur le territoire de la Fédération de Russie pour les forces armées maliennes et bien sûr à la fourniture d'équipements militaires russes. Les ministres maliens des Affaires étrangères et de la Défense se sont entretenus avec Sergueï Lavrov sur la diversification du partenariat qui lie les deux pays. Abdoulaye Diop a remercié la Russie, notamment pour avoir fourni une aide humanitaire et alimentaire au Mali.
Nous avons discuté des besoins du Mali en matière d'aide humanitaire. Ce pays ami nous a remerciés pour la fourniture de 50 000 tonnes de blé l'année dernière et de 25 000 tonnes en janvier cette année, ainsi que 25 000 tonnes d'engrais en décembre de l'année dernière et 17 000 tonnes de carburant diesel en janvier de cette année. Nous poursuivrons sans aucun doute ce soutien. Le Bureau malien de la coopération internationale a déclaré que le Mali est au cœur de l'agenda économique de la Russie avec un portefeuille de projets prioritaires dans les domaines de l'énergie, des transports, de l'agriculture et de l'éducation.